L'histoire, intitulée Her Beloved, commence par l'histoire d'une fille nommée Suzanne, acceptée par le monde et adoptée par un baron pour ses capacités magiques. Au fur et à mesure que l'histoire avance, elle trouve 4 hommes pour se battre pour elle. À commencer par le prince héritier, qui accède au trône impérial. Vient ensuite un tireur habile, un assassin sombre, mais blessé par ses sentiments pour la jeune fille. Ils sont rejoints par un loup-garou, mi-humain, mi-loup, qui entre également dans le combat pour Suzanne. Et ce top 4 est clôturé par un milliardaire, dont la fortune ne peut être calculée même en une semaine. Ils sont tous fascinés par le personnage principal, car elle est belle et gentille, comme un ange descendu du ciel, et tout au long de l'histoire, ils chercheront sa main et son cœur. Mais plus important encore, il y a un antagoniste dans cette histoire, qui sera le principal problème de l'héroïne et de ses admirateurs. Ce n'est autre que l'épouse du prince héritier, avec qui, dans l'histoire, elle est censée avoir un mariage luxueux. Elle est aussi la sœur aînée de l'assassin avec qui elle a grandi et vécu sur le domaine familial. Il convient également de noter qu'elle était la principale haineuse des loups-garous dans tout le royaume, et qu'elle commençait souvent à les chasser. Elle a mis des bâtons dans les roues même des riches, les empêchant constamment de réaliser tranquillement des bénéfices et de transporter des marchandises. Cette fauteuse de troubles, la principale méchante de l'Empire, avait aussi un nom, Mélissa Peau-de-Bras, et c'est aussi cette garce qui a des relations dégoûtantes avec tout le monde, même à partir de la communication en cours avec la famille. Même le lecteur inexpérimenté comprend clairement pourquoi cela s'est produit. En ce moment, elle se soucie tellement du décorum que la femme de chambre doit s'essuyer la bouche tout en nettoyant la nourriture qui tombe. Après s'être un peu remise de son ennui, Mélissa commence à crier à son père de lui dire dans quel genre de poubelle son frère passe cette fois-ci au lieu de partager le petit déjeuner avec la famille. Le père, pas distrait de sa tasse de thé, dit que Jake, le frère cadet de Mélissa, est parti en disant qu'il y a des gens qui sont en danger et qu'il doit les protéger. Melissa Marmon donne sa barbe que le prodigue ne sait même pas qu'il a sa propre maison et dit à son père d'expulser Jake de la maison. Mais il refuse d'expulser le seul héritier. En sautant de table, notre héroïne convient que le gars est le seul héritier. Mais il erre toujours quelque part et fait ce qu'il veut. Et cet étrange amour de son père provoque son malentendu. Cependant, la jeune fille se lasse rapidement de cette conversation et se lève, accompagnant son départ de quelques insultes verbales envers la mère de Jake. Alors qu'elle quitte la pièce, accompagnée d'une femme de chambre et que son père lui tient la tête, Mélissa le tourmente tellement avec ses conversations. Cependant, cette attitude est un peu injuste envers notre héroïne, car en fait, ce n'est pas vraiment elle qui a fait toutes les mauvaises choses. L'autre, dans un autre monde, travaillait dur et sans repos chaque jour à l'université, étant obsédée par les études. Sans l'accident qui lui est arrivé, elle serait probablement morte d'hypertension artérielle et de migraines constantes. Mais à son réveil, elle se rend vite compte qu'elle s'est retrouvée dans son roman préféré et qu'elle a pu s'échapper de cette vie étudiante infernale. Son personnage a un grand front sans une seule ride, ce qui est un signe d'intelligence. Une silhouette élancée de fille noble et de grands yeux couleur or, un peu avec une touche de moutarde. Elle ressemble au chien du voisin, pensa notre héroïne, embarrassée par une telle comparaison. Sachant comment le roman va se développer, Mélissa se souvient qu'elle ne meurt pas dans le roman, mais que sa vie est ruinée. Mais cela n'arrive que si vous suivez le scénario. La jeune fille a donc décidé qu'elle ne respecterait pas les règles du roman et qu'elle n'aurait donc pas de projet crapuleux pour Suzanne. Cependant, elle ne veut pas non plus devenir une sainte. Juste vivre une vie tranquille de fille de duc. Et surtout pas pour séduire les hommes du personnage principal, qui, s'ils semblent intéressants dans le roman, sont en réalité de parfaits idiots. Elle écrit actuellement une lettre à l'un d'eux, essayant de discuter de ses propres fiançailles. En sélectionnant soigneusement les mots nécessaires, elle les écrit aussi soigneusement que possible, car le destinataire de la lettre est une personne trop importante. Ce n'est autre que Jan Basilios, le prince héritier de l'Empire et l'intérêt de toutes les dames du pays. Une brune athlétique aux yeux d'or. En écrivant, elle pense que c'est la fin de l'été, mais les oiseaux gazouillent toujours et les fleurs dégagent un arôme agréable qui la met d'humeur romantique. Après quoi, la jeune fille commence à écrire exactement ce qu'elle voulait dire.
ou plus précisément, qu'ils doivent immédiatement annuler leurs fiançailles. Ayant terminé la phrase, Melissa est sincèrement heureuse de ce qui s'est passé, surtout du dernier mot. Melissa aimait Ian de tout son cœur. C'est donc le plus gros emmerdeur dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la raison de la rupture, car le prince a envoyé à notre héroïne un panier de fleurs avec un mot destiné à une autre fille. Et par conséquent, si le prince héritier aime tellement leur domaine sur lequel il avait des projets, alors il devrait chercher un autre moyen, par exemple en épousant Jake. Melissa prend la lettre entre ses mains, relisant ce qu'elle a pu écrire cette fois à son pratiquement mari. Cela lui semble presque parfait. Elle aime particulièrement l'écriture manuscrite. Elle s'est nettement améliorée après les 48 lettres précédentes. La jeune fille scelle la lettre et la remet à sa servante personnelle, Iona, afin qu'elle puisse la remettre directement à Ian lui-même, au palais impérial. La servante, comme le montre son visage hagard, a fait cela plus d'une fois, et peut-être plus d'une douzaine de fois. Au lieu de rapporter à nouveau la lettre au palais, elle suggère à Melissa elle-même d'y aller et d'annuler les fiançailles en criant « Mais notre héroïne ne veut pas vraiment cela ». Par conséquent, elle répond qu'aujourd'hui, il n'y aura qu'une lettre, mais que si le prince n'y répond pas, elle y créera un tel chaos dont l'héritier de l'empereur n'a jamais rêvé. Ce jour-là, Melissa attendait simplement une réponse. Cependant, comme la femme de chambre s'y attendait, il n'y eut pas de réponse de Ian, ce qui signifie qu'il était temps de faire un scandale. Le lendemain, la jeune fille vient voir son prince, mais au lieu du jeune homme excité par la lettre, elle voit quelque chose de dégoûtant. Selon l'intrigue du roman, Ian Basilios, le fiancé de Melissa, la méprise et la rejette, reportant le mariage sous divers prétextes. Cela continue jusqu'à ce qu'il rencontre le personnage principal, dans lequel il trouve son amour, et se joigne au combat pour son cœur contre 3 autres hommes. Mais en ce moment, il mène une vie tumultueuse, à la recherche de belles filles, de toutes celles sur lesquelles il peut mettre la main, qu'elles soient mariées ou non. Ian reste un tel scélérat jusqu'à ce qu'il rencontre Suzanne, mais personne ne le sait. Peut-être que son personnage continuera à se manifester, ce qui signifie qu'il doit se débarrasser de lui. Melissa, venue découvrir pourquoi aucune réponse à sa lettre ne venait du palais impérial, vient de découvrir que le prince avait une autre liaison. Elle ne connaît pas cette fille. Cependant, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et maintenant, ces deux-là s'adonnent à des plaisirs sucrés, sans remarquer notre héroïne. La simple vue de ces 2 tourtereaux fait vomir Melissa, et elle ne peut contenir sa haine à leur égard. Le prince lui-même, apparemment, ne comprend même pas que dans la chambre, en plus de sa maîtresse, il y a actuellement une autre fille, sa future épouse. Notre héroïne est choquée et furieuse que Ian n'ait même pas réagi à son apparence, mais simplement continué à profiter d'une autre femme. Lorsqu'elle a entendu pour la première fois des rumeurs sur les habitudes de l'héritier du trône, elle a décidé qu'il se saoulait généralement seul ou qu'il s'éloignait constamment des gens. Mais au lieu de cela, il s'est avéré qu'il court après chaque jupe qu'il voit et essaie de les séduire avec de douces petites phrases. Finalement, Melissa est remarquée par sa maîtresse, qui demande au prince qui est la fille qui les regarde depuis plusieurs minutes et suppose qu'il s'agit de la servante. Une telle insulte confond notre héroïne, car seule cette personne stupide pourrait penser qu'elle, vêtue d'une robe coûteuse, pourrait être une servante. Le descendant impérial répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et invite la jeune fille à se déshabiller complètement, même si du côté de Melissa, il semble qu'il n'y ait de toute façon rien de spécial à enlever. L'idée lui vient qu'elle en a assez de continuer à endurer cette disgrâce et décide de montrer qu'il n'y a clairement pas de femme de chambre dans la pièce. Notre héroïne, sans changer de visage, demande à haute voix au prince héritier si, par hasard, il est un sale chien sauvage. Finalement, Ian se tourne vers la voix, quelque peu choqué qu'on lui parle d'une manière aussi inappropriée. Melissa était heureuse qu'il lui ait finalement répondu, car il ignorait généralement tous ses mots et répétait sa question avec un sourire. Bien sûr, Ian ne serait pas abasourdi. Auparavant, il montrait constamment ses nouveaux amants à notre héroïne. Et chaque fois, elle se mettait en colère, criait et attrapait les malheureuses filles par les cheveux
et les battait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Mais elle ne disait rien au prince lui-même. Et il n'a fait que prendre ses distances avec ce qui se passait. Même si le véritable scélérat et scélérat dans cette situation était précisément son Altesse bien-aimée. Et pour l'instant, il ne recule pas sur sa position. Au contraire, il demande si Mélissa est devenue folle en faisant irruption comme ça en plein jour. À ce stade, les nerfs de notre héroïne n'en peuvent plus. Elle crie et demande qui d'autre est fou ici. Peut-être un prince qui appelle spécifiquement sa fiancée pour qu'elle puisse tout regarder. De tous les hommes du roman, c'est lui qui le déteste le plus et ne comprend pas comment Mélissa pourrait tomber amoureuse de lui compte tenu de son caractère. Ian dit qu'il ne pouvait même pas imaginer que sa fiancée serait capable de lui lancer des mots aussi cruels au visage, même s'il supposait que la fille n'allait pas bien dans sa tête. Notre héroïne s'éclaircit l'oreille avec défi, essayant de comprendre si elle a bien entendu que c'était elle et Mélissa elle-même qui étaient les principales coupables de ce qui se passait. Après quoi, elle dit qu'elle a remarqué à quel point le prince embrasse parfaitement, et maintenant, elle aidera à démontrer cette compétence, et Yann la pratiquera avec un beau parquet sous ses pieds. Le prince recule devant elle. Il y a un tremblement notable dans ses mouvements. Apparemment, il a peur et n'est pas ravi d'une telle offre. Melissa elle-même ne s'attendait pas à une telle réaction. Il ne s'est pas précipité sur elle avec ses poings et ne l'a pas renversée avec un mot fort, mais a simplement eu peur. Le visage d'Ian commença également à trembler, comme si des larmes étaient sur le point de couler sur ses joues, et son expression ressemblait à celle d'un fan malheureux. Il se fige dans une pause gênante pendant que Mélissa se demande ce qui ne va pas avec cet homme qui a pu avoir des aventures à côté. Mais elle tremble à cause de 2 phrases. Plus loin dans l'intrigue, il devrait tomber amoureux de Suzanne sans mémoire et arrêter complètement de communiquer avec Mélissa, l'ignorant complètement. Plus tard, il demande à la jeune fille de se séparer pacifiquement, mettant ainsi fin aux fiançailles. Sa déclaration devient un coup dur pour la malheureuse fille du duc. La fille, qui aime de tout son cœur, ne peut pas accepter la rupture. Elle pleure et le supplie de ne pas faire cela, refusant d'accepter la décision du prince et de confirmer la rupture sur papier. Cependant, un peu plus tard, il la quitte, publiquement, devant toute la haute société, et Mélissa n'a d'autre choix que de tomber dans la dépression, puis dans la folie. Mais cette fois, cela ne lui arrivera pas. Elle ne permettra pas une telle humiliation envers son personnage, une douleur aussi terrible au moment de se séparer. En fin de compte, pour Yann, les fiançailles sont aussi une sorte d'obstacle. Et les fiançailles elles-mêmes n'étaient qu'une démarche politique et non une aventure amoureuse. Peu importe combien de fois l'héritier du trône l'a persuadée de se séparer, elle ne voulait même pas en entendre parler, espérant le sauver. Mais maintenant, il reste peu de temps avant que le prince héritier ne rencontre Suzanne, et tout ce qui s'est passé n'aura pas d'importance. Cela signifie que maintenant, au lieu d'un autre scandale, il recevra ce qu'il attend, à savoir la résiliation des fiançailles, tout à fait officielle, avec sceau et signature. Cela signifie qu'elle réduira ses chances de s'impliquer avec Suzanne, ce qui signifie qu'elle ne connaîtra pas la mauvaise fin de sa lignée et qu'elle vivra une vie tranquille. De plus, même après la séparation, sa vie ne sera pas remplie de problèmes, car le mariage n'aura jamais lieu, ce qui signifie qu'elle et Yann n'auront aucun droit l'un contre l'autre. L'annulation des fiançailles avec le prince héritier n'empêchera pas de futurs mariages, et en général, ne nuira pas beaucoup à la famille Podiebrad. Tout conduit au fait que les stars elles-mêmes aident Mélissa à se libérer de ce coureur de jupons sans vergogne et à obtenir sa fin heureuse. Par conséquent, sans y réfléchir à 2 fois, notre héroïne propose de faire exactement cela, soulignant dans ses pensées que c'est tout ce dont ce salaud a besoin d'elle. Le prince héritier lui demande à nouveau, ne comprenant pas s'il vient vraiment d'entendre cette phrase, à laquelle il ne s'attendait visiblement pas de Mélissa. Il se lève brusquement et dit soudain qu'ils ne peuvent pas faire ça. Cela devient une mauvaise surprise pour notre héroïne elle-même, car elle comptait sur une solution facile au problème. Tout s'est passé si vite que le prince héritier a même laissé tomber sa maîtresse au sol, qui essayait de comprendre ce qui se passait ici. Ayant repris ses esprits, notre héroïne décide de lui demander ce qu'il veut dire lorsqu'il dit que leur rupture est impossible. Au lieu d'une explication claire,
Yann commence à demander à Mélissa lui-même pourquoi elle a décidé de prendre une telle mesure et si quelque chose de grave lui est arrivé. La jeune fille répond ironiquement qu'elle sait que le prince lui-même veut la même chose. Alors pourquoi ne pas se séparer du monde et continuer à se tourmenter? Le prince se détourne brièvement et Mélissa remarque à quel point son visage est rouge et comment ses lèvres semblent essayer de dire quelque chose en réponse. Une seconde plus tard, le prince laisse échapper à la jeune fille qu'il ne veut lui-même aucune annulation des fiançailles et ne donnera pas l'autorisation. Notre héroïne se serre la tête en se demandant pourquoi le prince héritier a même organisé tous ces spectacles avec ses maîtresses s'il ne voulait pas rompre. En réfléchissant à la raison pour laquelle il a fait cela, Mélissa arrive à la conclusion qu'il se moquait simplement d'elle pour son propre amusement. Yann rugit, se détourne, et la jeune fille se rend compte qu'elle a mis le doigt sur la tête. Elle commence à se moquer doucement de lui, qui voulait seulement ennuyer notre héroïne avec son comportement. Elle déclare de façon dramatique que le prince a choisi une manière sale de la torturer, mais qu'il a réussi à la blesser jusqu'à l'âme. « C'est une personne extraordinaire », continue-t-elle sombrement. Il est impossible de poursuivre une quelconque relation amoureuse avec lui après de tels scandales. Surtout après que, sous ses yeux, une certaine personne à moitié nue, qu'elle n'avait même jamais vue, se frottait à son futur mari. Les mots décents commençaient à manquer. Alors Mélissa décida alors de garder le silence pour ne pas perdre son sang-froid. Le silence gênant n'était rompu que par le bruissement des vêtements des amants. Les aventures scandaleuses de Yann avec d'autres femmes étaient justifiées par la société comme la cruauté excessive et l'étroitesse d'esprit de la mariée. En raison d'une description aussi flatteuse donnée à la haute société par le prince, Mélissa Podebra était constamment soumise aux critiques destructrices de la part des autres. Et maintenant, l'héritier du trône décide enfin de passer à l'attaque et dit que Mélissa elle-même a été la première à décider de le harceler. Il dit que la jeune fille elle-même s'est constamment pendue à lui, le harcelant à chaque occasion, même s'il ne le voulait pas. Et souvent, il fait simplement irruption dans ses appartements avec ou sans raison, presque comme maintenant. Les larmes montent aux yeux du prince. Il dit d'une voix tremblante que ce n'était pas facile pour lui avec Mélissa, surtout de la supporter. C'est pourquoi il est resté silencieux pendant tout ce temps, comprend la jeune fille. Yann essaie juste de jouer le rôle de la victime, comme s'il pensait qu'il souffrait également de cette relation. Cependant, elle dit sarcastiquement au prince qu'elle l'ennuyait vraiment et qu'elle essayait de lui plaire. C'est ainsi qu'elle montrait ses sentiments, et elle se comportait ainsi parce qu'elle l'aimait sans aucun doute ni regret. Après tout, boire du thé aromatique ensemble lors d'un pique-nique, parfois s'embrasser, comme le font tous les amoureux, et passer du temps ensemble de toutes les manières possibles est normal. Au moins, Mélissa pensait que les couples qui fonderaient bientôt une famille étaient censés se comporter de cette façon et rien d'autre. Mais si elle avait mal compris les signaux du prince, elle s'excusait. Alors qu'elle termine sa phrase, elle regarde le prince et le voit hocher la tête comme un idiot lorsqu'il entend la partie « excuse ». D'une telle vague de bêtises émanant du prince, la tête de notre héroïne se met à sonner et la raison commence à la quitter. Melissa lui rappelle que, peu importe à quel point Ian se sent blessé, il n'a pas le droit d'agir comme un coureur de jupons et un salaud narcissique. Toute cette situation lui rappelle diverses émissions de mauvaise qualité dans lesquelles des idiots se promènent dans les rues et les maisons et se moquent des gens, filmant le tout avec une caméra cachée. Dès leur fiançailles, Mélissa a reçu des invitations au palais du prince héritier, qu'elle a acceptées avec plaisir. La jeune fille a soigneusement sélectionné ses tenues, préparant leur rendez-vous comme pour des vacances, et a passé des heures devant le miroir à se faire belle. Cependant, chaque fois qu'elle venait dans la chambre d'Yann, elle regardait la même photo, où son futur mari dégringolait avec son prochain favori. Mais même alors, Mélissa ne pouvait se résoudre à ignorer ses lettres, car elle prouvait qu'il pensait à elle au moins un instant, et cela lui réchauffait le cœur d'un timide espoir. Elle fait tournoyer son doigt sur sa tempe, expliquant qu'après des actions aussi dégoûtantes, il est obligé de mettre fin à leurs fiançailles. La jeune fille ne comprend pas d'où Yann tire une telle confiance dans leur union, ce à quoi il déclare sans aucune gêne que Mélissa l'aime, c'est une évidence. L'état de Mélissa en ce moment est difficile à exprimer, mais quelque chose en elle s'est clairement brisé et est mort.
C'était probablement le dernier bout de patience. Un lourd cendrier en cristal survole la tête de l'héritier du trône impérial, le prince héritier Jan Basilius. Elle ne le fait bien sûr pas dans la réalité, mais dans la tête de Mélissa, qui était encore capable de contenir sa soif de sang et a simplement grogné en fermant les yeux. Finalement, elle répond au futur monarque qu'il peut oublier leur avenir ensemble, que leur amour n'existe plus et qu'ils ne seront pas en couple. Elle se montre du doigt, comme pour que même un idiot comme Ian puisse comprendre qui le déteste vraiment ici. Par son geste, elle lui fait savoir que désormais ils ne sont plus personne l'un pour l'autre. Ayant terminé son discours, notre héroïne regarde le visage d'Ian, essayant d'y voir au moins une tentative de réponse à ses paroles. Il se figea, comme si le monde autour de lui avait basculé, comme si on lui avait dit qu'il n'était plus qu'un simple paysan. Toute sa vie, elle a couru après Louis comme une tumeur. Il percevait l'amour de la jeune fille, non pas comme un cadeau, mais comme un don de sa beauté et de son statut. Mais cette fois pour lui, tout ne s'est pas passé comme il l'espérait. Et tout l'amour a soudainement disparu quelque part, et désormais il n'aura plus personne à terroriser. Il est difficile pour le prince héritier d'admettre qu'il n'est pas aimé, mais Mélissa persiste. Elle continue de tenir bon. La fille dit simplement, et sans aucune condition, que le gars devrait simplement quitter sa vie, rompant ainsi les fiançailles une fois pour toutes. Parce qu'il ne pourra pas trouver au moins une raison pour rester avec notre héroïne et poursuivre la relation, déclare Mélissa. Bien sûr, le prince n'a aucun mot avec lequel il pourrait persuader la jeune fille de ne pas rompre les fiançailles, et il reste simplement silencieux. Melissa elle-même est déjà fatiguée de tout ce qui se passe et demande de mettre rapidement fin à cette conversation, de signer les documents et de partir. Elle en a assez du titre d'épouse d'honneur d'Ian Basilius, un coureur de jupons et une canaille, et veut se débarrasser de lui au plus vite. Imaginez comment cet homme dirigera l'Empire après son père. Et cela arrivera très probablement très bientôt. Ian va définitivement tout gâcher, et il ne restera que des ruines de l'Empire. Il a toujours semblé au lecteur comme un noble chevalier avec un beau visage et de belles manières. Et en regardant de plus près, Mélissa n'a vu en lui qu'un seul déchet royalement énorme qui ne méritait aucun amour. Toute trace de compréhension ou de sympathie à son égard a irrévocablement disparu, et sa vue ne fait qu'augmenter la pression sur notre héroïne. Pendant ce temps, la maîtresse du prince décide de quitter les lieux tranquillement pour ne pas s'empêtrer davantage dans ce scandale, et s'en va tranquillement. Mais au mauvais moment, elle se tord la cheville, hurle de douleur et tombe au sol. En tombant, elle touche ce même cendrier qui, de bonne foi, aurait dû se briser sur la tête de l'héritier du trône. Ian et Mélissa ne peuvent que regarder ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas aider la jeune fille à rester debout. Le bruit de la chambre du descendant impérial atteint les gardes, qui courent vers les portes fermées en criant. Il est important pour eux de savoir que le prince est totalement en sécurité. Melissa est choquée. Elle comprend que les gens de l'extérieur peuvent tout mal comprendre, surtout compte tenu du comportement passé de notre héroïne. L'un des gardes court vers Ian, lui demandant comment il se sent, ce à quoi il commence à prétendre être un prisonnier épuisé. Dans le même temps, le deuxième garde, comme Mélissa s'y attendait, commence à la retenir, suggérant qu'elle torture à nouveau le prince, et cela ne sera pas toléré dans le palais impérial. Cette fois, il tord la jeune fille de force, lui causant de la douleur, comme si elle était un voleur ou un voyou malveillant. Les conclusions des gardiens sont monosyllabiques. Ils ont entendu de loin le bruit d'un cendrier qui se brisait, comme s'il était lancé sur quelqu'un. Et les cris des femmes ont clairement confirmé leur excitation. Après quoi les gardes se sont précipités pour sauver leur maître de la cruelle épouse. Dès le seuil, ils aperçoivent une jeune fille en pleurs, assise par terre dans la chambre impériale. Et le descendant de l'empereur lui-même a l'air et se comporte comme s'il était épuisé jusqu'au bout de ses forces. De plus, personne n'a oublié les affaires passées de Mélissa. Et elle est présente ici, ce qui signifie qu'il faut l'arrêter de toute urgence cette fois. Bien sûr, notre héroïne essaie d'expliquer aux forces de l'ordre qu'elle n'est coupable de rien et qu'elle n'a même touché personne.
mais en vain. De plus, la maîtresse court vers le prince, les larmes aux yeux, et dit qu'elle avait très peur de ce qui s'est passé. Et Ian commence feinte à avoir pitié d'elle, disant qu'il essaiera de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et la fille commence à pleurer encore plus. Melissa n'a d'autre choix que d'être émerveillée par la performance d'acteur de ces deux tourtereaux. Finalement, les gardes la font sortir de la chambre et l'accompagnent jusqu'à la voiture de la famille Pot-de-Bras, qui la ramènera au domaine familial. En se retournant, elle voit Ian la regarder se faire escorter hors du palais, mais dès qu'il croise son regard, il se détourne avec peur. Melissa comprend que ce salaud ne s'est jamais excusé auprès d'elle. Et maintenant, il n'a définitivement aucun pardon. Quelques minutes plus tard, une calèche s'engouffre dans les rues de la capitale en direction du domaine de Pot-de-Bras, et son passager est envahi de pensées noires. Considérant toutes les options pour se libérer des chaînes de la personne impériale, Melissa arrive à la conclusion que la meilleure d'entre elles serait simplement d'achever le coureur de jupons. Et il ne s'agit pas d'un ressentiment de longue date, d'insultes actuelles ou d'expulsion du palais de l'empereur. Même le valet de pied, avec toute son inquiétude feinte, pense probablement que Melissa est devenue folle et s'est attirée des ennuis. Mais non, l'esprit de notre héroïne est en parfait ordre. Elle est préoccupée par la situation dans l'État. Il suffit d'imaginer ce qui se passera lorsque Ian montera sur le trône. Il est évident que l'Empire se transformera en ruine, qu'il détruira toutes les sphères de la société, puis qu'il descendra jusqu'aux simples mortels et leur demandera s'ils continuent à l'aimer. Et compte tenu de son don pour la séduction, il provoquera un chaos absolu. Même s'il change après avoir rencontré Suzanne, ce qui n'arrivera peut-être pas, il ne peut pas être pardonné. Et compte tenu de son comportement passé, le personnage principal pourrait même ne pas le laisser entrer, ce qui serait bien. Mais il était autrefois gentil avec Melissa, lors des événements auxquels ils assistaient ensemble. Et un sourire artificiel ne faisait qu'alimenter le feu des malentendus. Il a donc assuré à la jeune fille qu'il avait des sentiments pour elle, même si en réalité, il n'y avait aucun sentiment positif parmi eux. Melissa ne peut pas laisser ce type s'approcher de Suzanne. Il s'avère que le meurtre est la seule option qui lui reste, et elle ne veut pas penser aux autres. Il ne reste plus qu'à savoir où et comment il sera possible d'embaucher quelqu'un, ce qui est difficile. Tout le monde n'entreprendra pas l'assassinat du prince héritier. Finalement, la voiture s'arrête après avoir atteint sa destination et le conducteur commence à descendre de la voiture pour aider la dame à descendre, comme l'exige le règlement. Avec son expression bienveillante habituelle sur le visage, il ouvre la porte de la cabine pour annoncer son arrivée. Mais devant son visage se trouve une image effrayante de la duchesse, qui spécule à voix haute sur ce qu'elle fera de différentes parties du corps de sa future victime. Elle interrompt ses inventions lorsqu'elle remarque le cocher et devine immédiatement à quoi ressemble tout vu de l'extérieur. Elle essaie de passer immédiatement au sujet de l'arrivée et demande au jeune homme effrayé s'il est arrivé à destination. Il lui tend la main, et en la prenant, Melissa constate qu'elle tremble comme si son propriétaire avait vu un fantôme. Le gars essaie de lui dire quelque chose, mais n'ose pas le faire tout de suite. À la fin, il s'effondre, et fermant les yeux de peur, dit qu'elle ne peut pas tuer qui elle veut et où elle veut. Ce n'est pas humain. Une telle révélation de la part des domestiques plonge notre héroïne dans la stupeur. Elle ne pensait même pas que tout allait si mal avec sa réputation. Le cocher lui-même, content d'avoir exprimé tout ce qu'il voulait, tremble néanmoins, s'attendant à être renvoyé ou pire encore. Vous ne comprendrez toujours pas cette fille. Melissa commence lentement à se demander s'il s'inquiète pour lui-même ou pour elle, et un sourire apparaît sur ses lèvres. Elle essaie d'élargir son sourire pour rassurer le pauvre gars qu'elle n'avait pas l'intention de toucher. Mais cela ne s'avère pas très bien. Le gars est encore plus effrayé par ce sourire menaçant et demande à l'épargner car il a une famille qu'il ne peut pas laisser dans le besoin. Cela rend Melissa encore plus déprimée. Elle ne voulait pas ça. Et tout ce qu'elle lui a fait, c'est sourire. Cependant, elle a un problème important à régler. Elle doit se tourner vers une personne qui peut l'aider dans sa situation. Le duc Christia Pot-de-Bras, le père de notre héroïne, était à ce moment-là en train d'écrire des rapports et des messages dans son bureau, quand soudain on entendit un coup ennuyeux à sa porte. Le coup vient de Melissa elle-même,
qui lui demande si elle peut prendre un peu de son temps précieux. Son père est peut-être la seule personne qui a le pouvoir d'influencer ce qui se passe. Et en ce moment, il s'approche d'elle, se dressant de toute sa taille. La fille est peut-être assez grande par rapport aux standards de ce monde, mais elle doit toujours lever la tête pour voir son visage, ce qui, à son tour, est tout aussi terriblement dur et exigeant que Mélissa elle-même. Le duc, d'une voix autoritaire mais à la fois distante, lui demande ce que notre héroïne attend de lui, sans la quitter des yeux. Il y avait une raison au problème dans leur relation. La même raison pour laquelle les enfants grandissent avec du ressentiment envers la vie. Le duc ne s'est jamais intéressé à sa première-née, Mélissa. Elle était hors de sa vue. Cependant, Christian a choisi son deuxième enfant, Jake, en lui accordant généreusement attention et soin, lui permettant même de faire des études à l'étranger. Même maintenant, Mélissa, aigrie, avait pratiquement cessé de parler à son père, à de rares exceptions comme celle-ci. Sans attendre de réponse, le duc Podebras quitte le bureau, comme s'il ignorait notre héroïne, ce qui ne lui convient pas. Chapitre. Elle se tourne à nouveau vers lui, lui disant qu'elle n'est pas non plus d'humeur à rester longtemps dans la même pièce avec lui, mais qu'il y a une conversation sérieuse. Christian écoute à nouveau, lui demandant ce qu'elle a encore besoin de lui. Profitant de ce moment, Mélissa propose d'aller droit au but sans faire traîner la conversation. Mais le duc, au courant des conversations importantes et de leurs conséquences, l'interrompt en lui disant qu'ils ne discuteront de rien dans le couloir et que le salon doit être préparé. Notre héroïne lui demande d'attendre, car il n'est pas nécessaire d'aller si loin pour discuter. Mais le père disparaît aussitôt plus loin dans le couloir. Bien sûr, il a en partie raison, pense Mélissa. Mais pourquoi devrait-il s'embêter autant pour le bien de sa fille détestée ? Peut-être qu'il se prépare à lui verser de l'eau de façon spectaculaire, comme cela arrive dans les séries télévisées monotones et bon marché. Alors qu'elle s'approche du salon, elle remarque la silhouette de son père qui se détache derrière la porte. Il sort la tête et demande 5 minutes pour que tout soit prêt, mais il change aussitôt ce temps à 10 minutes. Et dans ses yeux, on lit que le refus n'est pas accepté. Il faut absolument attendre. Mélissa ne comprend plus vraiment ce qu'il mijote, mais décide tout de même de le laisser terminer ses préparatifs. Pendant qu'elle attend, une autre pensée désagréable lui apparaît. Elle ne pourra peut-être pas tuer Yann Basilios, parce que le duc la tuera en premier, parce que la fille est allée contre sa volonté. Au bout de 10 minutes, elle frappe à la porte du salon et entend aussitôt la voix de son père lui ordonnant d'entrer. Ce qu'elle a vu était si inattendu que notre héroïne n'a pas pu tenir sa mâchoire inférieure et s'est retrouvée debout, la bouche ouverte. La première chose qui lui vint à l'esprit fut que le duc Podebras avait décidé d'organiser une fête surprise pour la naissance d'un autre petit frère, qui lui était caché. Mais même ainsi, elle ne peut pas être la seule à voir tout ce cauchemar de morve rose et de ballons. Et il y a suffisamment de sucreries pour donner le diabète à toute une foule. Et le duc lui-même s'est habillé d'un costume rose franchement ridicule, que Mélissa n'avait jamais vu dans sa garde-robe auparavant. Mais avec lui, curieusement, le visage de Christian paraissait 500% plus effrayant. La jeune fille imagine dire à son père qu'il a été frappé par la foudre ou que quelque chose de lourd lui est tombé dessus. Mais il endure toujours pour ne pas vraiment commettre une telle erreur et ne pas être expulsé de la maison à ce moment précis. Cependant, elle s'éclaircit la gorge et s'assoit sur le canapé d'en face pour commencer à parler. Elle commence son discours en disant qu'elle ne retiendra pas longtemps le duc de ses affaires ducales importantes, qu'elle ira à l'essentiel et ensuite le laissera tranquille. Mais apparemment, il ignore tout simplement et invite la jeune fille à s'offrir du thé et diverses friandises qu'il lui a préparées. D'après ce qu'il avait entendu, le thé servi à Mélissa était désormais extrêmement populaire parmi les jeunes filles de son âge. Notre héroïne sourit. Elle devinait que son père ne l'écoutait même plus maintenant, et n'avait peut-être même pas prévu de le faire. Et aussi cet étrange thé à la teinte rose, qui semble extrêmement suspect. Il peut également arriver que du poison y soit ajouté, et ainsi la fille détestée cessera rapidement d'interférer avec le clan Podebras. Et au trésor des soupçons, on peut aussi ajouter le fait que le duc lui-même a décidé de boire du café noir, et pas le même que sa fille. Mais il est impossible de refuser.
Et Mélissa, la main tremblante, s'approche de cette étrange potion rose dont l'utilité est fortement mise en doute. Mais il existe peut-être un moyen de contourner le besoin de boire du thé, et elle décide de simplement en parler à son père. Pendant ce temps, il remarque que près de 10 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre. Ainsi, la jeune fille répond qu'ils prennent leur petit déjeuner ensemble tous les jours et se saluent à table. Mais apparemment, le duc est distrait par quelque chose. Il ne réagit pas particulièrement aux paroles de sa fille, mais la regarde simplement, sans trop d'émotion. Puis, Mélissa va droit au but. Elle ne va pas bouder pendant qu'il y a une conversation importante. Na parvient presque à dire à son père qu'elle souhaite annuler ses fiançailles avec Yann Basilios, le prince héritier de l'Empire. Mais une personne inattendue interrompt sa déclaration. Un personnage inconnu, vêtu d'un manteau noir, ouvre les portes avec ses pieds, comme si cela était autorisé. Il y a un silence de mort dans la pièce, tandis que toutes les personnes présentes dans la pièce regardent le mystérieux invité arrivé pour le goûter, qui s'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé sur cette planète, puisque cette pièce s'est transformée en un véritable cauchemar. Melissa commence à se curer l'oreille de manière démonstrative, disant qu'elle n'a pas entendu cette personne grossière frapper à la porte, comme l'exige l'étiquette. Cet inconnu n'était autre que Jake Podobra, le frère cadet de notre héroïne, un armurier aux cheveux couleur d'acier. Melissa, déçue, note son apparition comme l'arrivée d'un fils prodigue dans sa maison, rien de moins. Il est l'un des principaux prétendants à la main de Suzanne et se bat également pour attirer son attention. De plus, c'est lui qui sera l'héritier de la famille Podebrat. Il recevra le domaine et toutes les terres, et Mélissa se retrouvera sans rien. Il est également un assassin impérial professionnel. Grâce à lui, tous ceux qui se sont rebellés contre la famille régnante sont morts d'une mort mystérieuse. Maintenant, en réponse à la remarque de notre héroïne, il répond seulement avec mépris qu'il ne comprend pas le but de son existence sans valeur. Dans le roman, le gars méprise sa sœur, considérant qu'il est indigne de lui parler. Sa réputation est très bonne. Malgré son jeune âge, il affiche les meilleurs résultats de l'Empire et lance bien les sorts. Mais malgré une certaine reconnaissance, Jake essaie de ne pas montrer son visage lors de divers événements, se cachant toujours dans l'ombre. Et il erre constamment quelque part. Comme un chien abandonné, il n'est jamais à la maison. Ce qui d'un autre côté n'est parfois pas si mal pour Mélissa. Elle a toujours envié son jeune frère, car la fille elle-même est née sans inclination particulière. En plus de ça, Jake est bien plus beau que sa sœur aînée. Personne n'aurait pensé qu'ils étaient liés. Le type de Jake est un bel homme modeste, cool et silencieux, qui cache ses émotions. Notre héroïne aimait lire comment ce héros surveillait Suzanne depuis l'ombre et ne montrait pas ses sentiments, gardant ses distances. Mais en réalité, tout n'est pas aussi simple ici qu'avec le prince héritier. Il se présente et crie après son père à propos de la décoration qui les entoure, comme s'il n'y avait plus de raison importante de parler. Tout d'abord, il a parcouru les ballons et les guirlandes, affirmant que même un enfant de 5 ans aurait peur ici. Et d'après le thé, il est clair qu'il s'agit de l'eau grasse la moins chère que l'on puisse acheter sur le marché. Jake finit de gronder son père, lui demandant de ne pas perdre sa dignité, et dit que des situations comme celle-ci lui rappellent pourquoi il vaut mieux ne pas venir ici. Notre héroïne note qu'en plus d'être magicien et tireur d'élite, il pourrait aussi être rappeur, tant il lance ses tirades désobligeantes à l'égard du duc. Et Jake lui rappelle qu'il a en fait dit un jour que Mélissa pourrait piquer une crise si vous ne décorez pas la pièce avec toutes sortes de choses féminines. Mais il ne le pensait pas de cette façon. Il s'avère que tout ce cirque rose s'est produit par sa faute, devine la jeune femme. Podebra, il s'avère que dans ce roman, il peut y avoir des gens pires que le prince héritier, et même si proches. Cela donne à nouveau mal à la tête à notre héroïne. Bien sûr, l'histoire parle brièvement de la haine de Jake envers sa sœur et son père. Mais ce Jake semble se comporter volontairement comme un salaud. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas chez le père. Il s'assoit comme un bon garçon et écoute docilement les sermons de son fils impudent. Mais peut-être que cela fait simplement partie du personnage de Jake et qu'il vous suffit de le mettre sur une voie positive et la glace fondra. Melissa se tourne vers lui, essayant de ne pas transformer son faux sourire en grimace visible. Mais en réponse, le frère ne donne qu'une expression monosyllabique,
sans entretenir la conversation. Le silence revient alors que Jake attend une réponse de sa sœur aînée. Elle ne comprend pas où est passé le bavardage de ce type, car il vient de critiquer son père comme une mitrailleuse. Notre héroïne ne renonce pas, et tout en gardant le sourire, demande à son frère pourquoi il a décidé de leur rendre visite aujourd'hui. C'est comme si c'était écrit sur le visage de Jake qu'il est sur le point d'en avoir marre du traitement de Melissa. Il ne la supporte pas tellement. Ce sera évidemment plus difficile avec lui qu'avec Yann, comprend la jeune fille. Mais elle doit aussi se débarrasser de son frère. Elle lui demande de partir s'il n'est pas venu parler de quelque chose de très important, puisqu'elle est en train d'avoir une conversation avec le duc. Après ces mots, Jake révèle sa véritable motivation pour rentrer chez lui, et cela devient Melissa elle-même. Il la pointe du doigt en criant un autre nom, celui de l'héritier du trône, Yann. L'évocation de ce salaud fait bouillir la jeune fille. Elle essaie de comprendre pourquoi son petit frère a décidé de se souvenir de lui. Jake et Yann sont des amis d'enfance. Et cette relation a aidé l'homme aux cheveux gris à renforcer ses relations avec la famille impériale. Dans le roman, il commence une lutte dramatique pour le cœur de Suzanne, qui bien sûr captive le cœur des lecteurs car, à cause de l'amour, de nombreuses années d'amitié s'effondrent. Le gars prévient sévèrement Melissa que Yann Basilio s'est plaint à lui et qu'elle ne doit en aucun cas rompre les fiançailles. Dans l'imagination de la jeune fille, on dirait que le prince héritier a décidé de devenir un paillasson et a fondu en larmes sur Jake, lui demandant de convaincre sa sœur aînée. Mais ensuite, une image commence à se former dans sa tête. Disons qu'il est venu ici à la demande de Yann. Cela semble plausible, mais il ne s'attendait pas à la rencontrer. De plus, il se rendit directement chez son père pour lui transmettre la demande du prince héritier, et la servante lui indiqua immédiatement où chercher. Le duc, dans un environnement plus calme, aurait rencontré son fils, et il aurait pu mentir à sa sœur, conduisant le père à la seule bonne décision: interdire à sa fille de se séparer. Ainsi, tous les projets d'un désaccord calme seraient complètement détruits, car Melissa ne peut pas désobéir à la volonté du chef de maison. Et comme ils étaient tous dans la même pièce, le duc devra les supporter tous les deux, ce qui signifie qu'il pourra dire à quel point son petit frère est un méchant salaud, ce que fait Melissa. Ces expressions avec lesquelles elle couvre Jake frappent les oreilles des deux hommes présents, les laissant légèrement choqués. Notre héroïne se demande ce que son frère pense de lui-même, puisqu'il s'est permis de lui dicter ce qu'elle doit et ne doit pas faire. Et Melissa commence également à se moquer du fait qu'Ian lui a en fait demandé de mettre de l'ordre dans sa tête, et son frère est heureux de l'aider. Elle et son père ont laissé Jake seul à cause de ses escapades adolescentes, et il a complètement perdu ses repères, devenant plutôt un membre de la famille et devenant le chien fidèle du prince héritier. Le gars n'a rien à répondre. Il dit seulement avec offense que Melissa doit être devenue complètement folle si elle le pense. La fille du duc elle-même retourne sur le canapé. Elle sort clairement de la situation comme une gagnante, mais elle a besoin de consolider son succès. Elle comprend que son frère ne l'aime pas, mais elle ne l'aime pas non plus. Les voici à égalité. Cependant, jusqu'à ce moment, Melissa avait pitié de lui. Après tout, ils sont du même sang et n'ont donc pris aucune mesure préjudiciable au gars. Mais comme il ne veut pas lui montrer de respect en tant que sœur aînée, elle ne l'acceptera pas comme frère maintenant. Surtout quand Jake a décidé de le poignarder dans le dos comme un lâche pathétique. Ces derniers mots frappèrent particulièrement durement le fils unique du duc. En partie parce qu'ils étaient vrais. Il semble à Melissa qu'il comprend qu'une telle dénonciation au duc ne lui apportera pas de gloire, car seules les personnes viles et malhonnêtes le font. Le frère est vaincu, ce qui signifie que notre héroïne peut revenir au message destiné au duc, ce qu'elle fait. Il n'est clairement pas content de ce qui se passe, mais essaie néanmoins de ne pas le montrer, et reste donc simplement silencieux. Ayant rassemblé tout son charisme, Melissa déclare que ses fiançailles avec le prince héritier ne sont pas destinées à se réaliser puisqu'elle ne le supporte plus. Elle ne demande pas d'aide. Tout ce dont elle a besoin, c'est que personne n'ose lui barrer la route, sinon elle prouvera par l'action que c'est une mauvaise idée. Ayant dit qu'ils pouvaient mettre leur mécontentement de côté, elle prend congé et, avec un esprit élevé, quitte le royaume rose du salon. Ainsi se termine leur première conversation importante avec leur père depuis 10 ans.
dans le silence complet des personnes restées présentes. Le lendemain, un enfer d'un nouveau genre l'attend, dans lequel, au lieu des murs de sa chambre, des portraits de Jan Basilios sont accrochés partout. Et malheureusement pour Mélissa, ce n'est pas un rêve. Non seulement les murs sont contaminés par cette boue, mais le plafond n'a également reçu aucune pitié. Il y en a tellement qu'on dirait la collection personnelle de quelqu'un. Jake, le salaud aux cheveux argentés, était le seul à pouvoir permettre un acte aussi misanthrope qui fait saigner des yeux notre héroïne. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser physiquement, car le vil frère les a ensorcelés par les changements. La seule bonne décision serait de quitter la pièce, comprend Mélissa. Immédiatement, son regard croise l'affiche la plus douce qui se trouve justement dans cette pièce, et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est difficile de trouver des mots pour décrire la douleur mentale et l'humiliation que vit notre héroïne à ce moment-là. Les derniers restes de raison la quittent, et son cerveau passe en mode veille afin de permettre à la jeune fille de récupérer. Lorsqu'elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est brièvement tombée hors de la réalité et qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour sortir à nouveau de cet abîme de conscience. Désormais, seuls les dieux miséricordieux, s'il y en a, peuvent sauver le visage de Jake d'une rencontre passionnée avec les poings de sa sœur aînée. Une aura de mort et de destruction se fait sentir autour de Mélissa, qui se promène dans le château à la recherche de son frère. Et tous les serviteurs tentent de ne pas tomber sous la main brûlante. Notre héroïne fouille chaque recoin du château, mais il n'y a aucune trace de Jake, comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'est pas pour rien qu'il est un assassin impérial. Il a juste fait des dégâts et s'est enfui, admet la jeune fille. Il s'est comporté comme un lâche pathétique, et cela ne fait qu'enflammer sa haine. Dans cet état, elle attrape l'une des servantes, qui a eu la malchance de gêner la méchante de la maison Peau-de-Bras. Elle transmet à Mélissa les paroles de son frère, notamment la suggestion qu'elle profite de la vue de la chambre et ne l'en remercie pas. En entendant cela, notre héroïne frappe immédiatement le mur avec son poing, incapable de contenir sa rage, ce qui horrifie la servante. La jeune femme se rend compte que Jake pourrait interpréter son comportement comme une tentative d'attirer l'attention sur lui-même et pensait qu'elle retomberait amoureuse d'Ian grâce à cette apparition. Cela signifie que lui, pratiquement encore un enfant, la méprise, sa sœur aînée, comme si elle était étroite d'esprit. Cette seule pensée envoie Mélissa dans un rire hystérique qu'elle ne peut pas contenir. Et pour être honnête, c'est plutôt effrayant. Même la femme de chambre suggère que la jeune maîtresse est probablement gravement malade et qu'elle a un besoin urgent de consulter un bon médecin. Le coupable de l'incident est lui-même assis à son endroit isolé habituel sur le toit du domaine et s'occupe de la zone. Soudain, il entend le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre à proximité et une voix féminine familière. Cette voix rapporte que les domestiques ont récemment discuté d'un rat apparu récemment près de la cheminée. Qui aurait cru, dit la tête effrayante de Mélissa dans l'ouverture de la fenêtre, que ce rat était en réalité énorme et avait les cheveux gris. Jake a peur, comme n'importe qui à sa place, mais en partie parce que son endroit préféré a été découvert. Notre héroïne demande à son frère s'il sait comment elle a trouvé sa cachette secrète, mais il continue de la regarder avec peur. En fait, cet endroit a été décrit en détail dans le roman. Il est situé près de la cheminée, sur le toit même de la maison. Les domestiques ne viennent ici que pour le ménage général. Et en plus, il y a un sol plat et un mur sur lequel s'appuyer. Un endroit idéal pour l'intimité. Dans le roman, Jake se cachait souvent ici de sa sœur détestée et de son père strict qu'il méprisait. Cet endroit est donc devenu sa cachette secrète. Et un jour, il a amené Suzanne ici, pour le rendez-vous le plus terrible de sa vie. Maintenant, il attend ce que Mélissa attend de lui, la dernière personne qu'il aimerait voir ici. Elle a juste besoin de savoir comment ce petit salaud a osé transformer sa douce chambre en un enfer si terrible et déchirant, nommé d'après Jan Basilios. Mais Jake ne semble pas comprendre ce que Mélissa attend de lui, car elle aime bien le prince héritier, ou plutôt, elle est éperdument amoureuse de lui. Avant de dire quoi que ce soit d'intelligible, notre héroïne lance généreusement de gros mots à son frère, après quoi elle dit qu'elle déteste Jan et qu'il n'y aura donc pas de mariage. Mais Jake ne croit pas à ses paroles.
Il a lui-même observé comment se développait la relation entre ces deux-là. Mélissa dit qu'elle a réalisé beaucoup de choses en regardant le prince serré dans ses bras d'autres femmes d'horizons différents, d'où elle a conclu qu'il n'était qu'un déchet. À cette description de son ami, son jeune frère se met à rire, incapable de se contenir. Et d'après ce qu'elle vient de dire, il s'ensuit que Jake est un déchet encore plus gros pour avoir transformé sa chambre en toilette de village. Ceci dit, elle décide de ralentir un peu, ajoutant que ce n'est tout simplement pas bien de gâcher ainsi l'espace personnel de quelqu'un d'autre, en jouant au designer et sans demander la permission. Ayant absorbé les paroles de sa sœur aînée, le gars se tourne vers elle et lui demande pourquoi il a besoin d'une autorisation. Une telle bêtise est comme une bombe déchirant les membranes de notre héroïne, mais elle se garde néanmoins sous contrôle. Elle essaie d'expliquer que tout est question d'étiquette et de règles banales de la moralité humaine. De plus, à cause de telles actions, Mélissa peut devenir très en colère. Mais ce monologue semble s'envoler dans le mur lorsque Jake demande à nouveau pourquoi il devrait s'en soucier. Ensuite, la fille essaie d'expliquer avec ses doigts et demande quel âge a Jake maintenant. Ce n'est pas vraiment un enfant. Sans une seule émotion sur son visage, Jake répond qu'il a 17 ans. Et la question se pose dans la tête du gars. Pourquoi sa sœur a même posé des questions à ce sujet? En entendant cela, Mélissa a ri et a posé une autre question. Est-il vraiment possible qu'à cet âge, le jeune frère n'ait toujours pas compris pourquoi c'est mal d'agir comme lui? Sans attendre de réponse, elle dit elle-même, en gardant un sourire, que s'il touche à nouveau à ses affaires ou s'il détruit la pièce, elle se retrouvera sans scalp. Soudain, les deux enfants du duc entendent un cri venant de quelque part en contrebas, les appelant à descendre immédiatement. Ce n'est autre que Martha, une femme âgée, mais élégante, dont Mélissa se souvient particulièrement bien. Martha a élevé Mélissa et Jake, et l'année dernière, elle est partie, alors qu'ils grandissaient tous les deux, et que la famille Podobra n'avait plus besoin des services d'une gouvernante. Malgré toute sa sévérité, elle était presque la seule personne à traiter notre héroïne avec chaleur et compréhension. Cependant, Mélissa trouve étrange que Martha revienne 1 an plus tard et à un moment aussi inopportun. À son tour, elle se met à crier si fort, exigeant que les jeunes descendent, que toute la zone environnante se réveille probablement. Il n'y a rien à faire, et Mélissa est la première à franchir la fenêtre ouvrant sur la pièce, tandis que Jake la suit silencieusement. Ce n'est qu'après leur descente qu'il rencontre Martha, qui n'a pas couru ici plus mal que les athlètes les plus expérimentés et qui les gronde maintenant pour leur imprudence. Notre héroïne lui présente ses excuses, en lui promettant que cela ne se reproduira plus. Et après un bon coup de pied, son jeune frère répète la même chose. La femme dit qu'elle vient d'arriver et qu'elle la gronde déjà, mais c'est uniquement parce qu'elle a très peur que quelque chose de grave se produise avant le mariage de Mélissa. L'évocation d'un mariage fait mal aux oreilles de la jeune fille, qui décide de demander à la nounou si elle se trouve dans le mauvais domaine. On ne parle ici d'aucun mariage. Martha dit qu'elle a entendu des rumeurs sur l'annonce du mariage de Yann et Mélissa lors du prochain bal, qui aura lieu au palais impérial. Cette nouvelle met énormément en colère notre héroïne qui, comme si elle n'avait pas assez de problèmes, a désormais aussi cette foutue balle. D'ailleurs, poursuit la vieille gouvernante, elle est très heureuse que sa jeune maîtresse épouse son prince bien-aimé, pour qui on peut aller jusqu'au bout du monde. Martha sort un mouchoir et essuie les larmes qui ont coulé, disant que tant d'années se sont écoulées et que maintenant Mélissa est déjà une adulte, puisqu'elle deviendra bientôt une princesse. Pendant ce temps, Mélissa elle-même est dans un tel désordre dans la tête qu'elle recommence à perdre connaissance. La pensée du prince lui est tellement dégoûtante. Alors que la jeune fille reste inconsciente à cause d'un choc violent, Martha décide que tout cela est dû à la joie. Notre héroïne est si heureuse. Après s'être réveillée, Mélissa se rend compte qu'elle est allongée dans son lit et que quelqu'un se tient à côté d'elle, scrutant attentivement le visage de la jeune femme peau de bras. C'est Jonas, et elle déclare d'une voix indifférente qu'elle est au courant du réveil de sa maîtresse et qu'elle n'a pas besoin de faire semblant de dormir. En se levant du lit, Melissa demande à sa femme de chambre comment elle a deviné, mais elle répond sèchement qu'elle a ses propres voix. Après avoir examiné sa situation, la jeune femme est en colère que le prince, étant un idiot, ait pu la battre.
Et donc, au lieu de prendre des mesures décisives, elle décide de simplement rester au lit. Melissa se souvient de la façon dont son passé tourmentait constamment Ian avec ses demandes de se marier au printemps prochain, au moment de l'amour. Si elle pouvait remonter le temps, elle la saisirait par les épaules et lui dirait que mendier ce salaud est très mauvais pour le cœur et le cerveau. Cependant, maintenant, en raison de son comportement imprudent et de l'entêtement de Lady Podebras dans le passé, ils ont ce qu'ils ont. Le pire, c'est que le prince héritier avait auparavant renoncé aux fiançailles, mais insiste désormais sur un mariage non désiré, comme s'il avait été remplacé. Il espère désormais que tout s'arrangera s'il annonce son mariage devant tous les nobles et les invités importants lors de l'un des plus grands événements de cette saison. De plus, Melissa elle-même n'en était même pas informée, même si son père, le duc Podebras, en était probablement au courant. Remplie de rage, notre héroïne demande à Jonas où se trouve actuellement son cher père. À cela, la servante, toujours aussi indifférente, répond que Monseigneur est parti tout récemment, disant qu'il doit régler ses affaires dans l'une des provinces. Il y avait aussi des nouvelles selon lesquelles Son Altesse, Jan Basilios, achetait tous les vêtements et bijoux coûteux dans les salons de la capitale. Il dit qu'il fait cela pour que son épouse soit la plus éblouissante lors du prochain bal. Est-ce que ce monstre souffre vraiment d'amnésie et oublie tout ce qui s'est passé entre eux, pense Melissa. Puisqu'il ne tient pas compte de son opinion, elle se trouvera une robe. Puis, elle étranglera certainement le fils de l'empereur de ses propres mains. Mais nous n'avons pas le temps de réfléchir à cette abomination. Il faut trouver une solution au problème auquel elle est confrontée. Inutile de faire taire les marchands de rumeurs. L'Empire tout entier est probablement déjà au courant de ce qui se passe. Tout le monde attendra l'annonce du mariage. Vous pouvez tenter de rompre les fiançailles avant la réception afin de détruire définitivement la réputation de Yann et de vous libérer. Malheureusement, cela est impossible. Car pour annuler un engagement entre deux nobles dans cet empire, il faut le consentement des deux parties. Telle est la coutume. Alternativement, vous pouvez tout simplement ne pas aller au bal. Et si vous le pensez, c'est le moyen le plus simple de résoudre le problème. Le prince solitaire aura peur de faire une annonce. Mais d'un autre côté, le bal n'est pas organisé par Ian lui-même, mais par la famille impériale, ce qui gâche tout le tableau. Dans l'Empire Basilios, 2 bals ont lieu chaque année, l'un au début du printemps et l'autre à la fin de l'automne. Et il s'agit du plus grand événement de l'État. Les nobles et certains riches roturiers peuvent se permettre d'acheter une invitation, et le nombre d'invités dépasse les centaines. Cela signifie que la fille du duc et l'épouse du prince n'ont pas le droit de se permettre de rater un tel événement. Cependant, si elle le fait, le plus grand coureur de jupons de tout l'Empire sera publiquement humilié. Mais il faut néanmoins une raison pour rater le bal. Melissa demande à Jonah de l'aider. Il lui suffit de se casser les 2 jambes pour ne pas participer à la danse. Mais la femme de chambre l'interrompt en disant qu'elle n'a pas le droit de faire cela et qu'elle ne veut pas le faire. Lors de sa prochaine commande, notre héroïne veut forcer Jonas à préparer un bain de glace et à le laisser là pendant quelques heures. En réponse, elle n'entend que la même voix indifférente qui lui dit qu'un rhume ne peut pas être considéré comme une raison valable pour rater le bal. Melissa grogne qu'il ne lui reste plus qu'à se jeter par la fenêtre. Mais Jonah décide de suggérer qu'il est plus facile de tuer le prince que de se blesser. À ce moment, notre héroïne regarde de plus près cette fille cynique et indifférente, toujours prête à écouter les tirades de Melissa et à répondre avec un calme effrayant. Mais aussitôt qu'elle renoue avec la haine envers le vil héritier du trône impérial, il lui suffit de décider comment le critiquer. Sinon, si elle ne commence pas à faire semblant d'être folle ou à battre le prince devant tout le monde, elle deviendra un jouet entre ses mains. Ce qui est particulièrement odieux, c'est que Melissa ne peut pas refuser d'assister au bal et se retrouve donc piégée. Il reste 2 semaines avant la réception, mais les idées pour résoudre le problème avec le prince héritier sont déjà épuisées. L'épuisement professionnel se fait sentir et maintenant le jeune Podebras, comme un fantôme, erre dans le domaine avec un visage vide, jusqu'à ce qu'il s'habitue à l'idée d'être accepté. Et comme assister à l'événement est inévitable, il faut d'abord choisir un package brillant adapté, digne de la fille d'un duc. Finalement, après quelque temps et plusieurs boutiques, notre héroïne cesse d'aimer tout ce qu'elle trouve.
Toutes les robes sont trop mignonnes et élégantes. Melissa se demande où sont toutes les robes faites à partir de déchets. Elle devra probablement confectionner la sienne à partir d'un sac de pommes de terre. Habituellement, les filles embauchent les meilleures couturières ou achètent des robes confectionnées dans les salons un mois avant le festival. C'est ce qui distingue ce bal des autres. Cet événement tant attendu attirera toute l'attention des habitants de l'Empire, et notre héroïne en profitera. Je l'utiliserai pour botter le cul du salaud arrogant qui essaie de lui gâcher la vie avec son comportement ignoble. L'idée est comme celle d'un enfant, mais Melissa pense qu'une robe poubelle rendra vraiment Ian furieux, et il sera suffisamment irrité pour ne jamais mentionner le mariage de sa vie. Jonas tente de dissuader la dame, déclarant que la réputation de la fille du duc va sombrer sous le socle, entraînant avec elle le noble nom de Podebras. Mais la fille répond avec une certaine tristesse qu'elle est déjà au fond, qu'elle n'a nulle part où tomber plus bas et qu'elle n'a donc rien à perdre. Une autre personne, entrée inaperçue dans la boutique, ajoute qu'il n'y a pas de limite à la profondeur qu'une personne peut descendre. C'est encore Jake, qui a réussi à rester aux côtés de Melissa pendant un certain temps, mais n'a pas pu résister à une pique caustique. Notre héroïne éclate de rire en le voyant et lui demande pourquoi il est venu à la boutique de vêtements pour femmes. Était-ce vraiment pour aider sa sœur à choisir une robe? Curieusement, en réponse à une provocation aussi flagrante, Jake se contente de sourire gentiment. Il sourit et fait un doigt d'honneur à sa sœur aînée, se comportant non pas comme le personnage principal de l'histoire, mais comme un adolescent typique. Son humeur change radicalement lorsqu'il demande à Melissa si elle pense qu'il est venu jusqu'ici simplement parce qu'il le voulait. Melissa devine immédiatement que c'est pratiquement son mari qui a envoyé son chien pour s'assurer qu'un autre scandale ne se produise pas lors du choix d'une robe. Le gars essaie de se justifier, mais notre héroïne s'en fiche. Elle se tourne vers un ensemble de robes d'il y a 10 ans qui sont depuis longtemps démodées. Elle en essaie un sur elle-même, anticipant toute la honte espagnole qui se déversera sur Jan Basilios lorsqu'il la rencontrera à la résidence impériale. Jake exprime l'opinion que cela ne serait pas porté sur un cadavre, en réponse à une question de la jeune Lady Podebras, qui demande à quoi elle ressemble dedans. Elle décide qu'il serait indigne de communiquer directement avec un tel imbécile, et demande donc à Jonah de dire à Jake de quitter immédiatement la boutique. Mais il déclare seulement avec insulte que maintenant, il va définitivement s'éloigner d'une performance aussi drôle de choix de robe. « Si tel est le cas, » dit Melissa, « alors laissez-le enfiler cette robe écœurante et épouser Ian lui-même, devenant ainsi son compagnon pour la vie. » Après un tel traitement, le frère cadet de notre héroïne finit par se taire et se détourne, cédant à la pression de sa vilaine sœur. Cela signifie qu'il est temps pour lui et Jonah de quitter cet endroit et de rentrer chez eux. Car Melissa elle-même est terriblement fatiguée de choisir les chiffons les plus terribles pour elle-même. Les filles se promènent dans les rues animées du marché de la capitale, à la recherche d'au moins une boutique où trouver une tenue plutôt dégoûtante, digne de la future épouse d'Ian Basilios. Melissa est un peu déçue qu'il fasse beau dehors. Mais maintenant, elle est obligée de chercher une robe stupide. La servante Jonah remarque que, comme le bal a lieu la semaine prochaine, la robe aurait dû être achetée depuis longtemps. Ils sont en retard. En écoutant la tirade d'un serviteur impassible et cynique, notre héroïne se précipite hors de chez elle, essayant de fuir non pas tant Jonas que la honte de son goût. De retour dans le monde réel, son goût en matière de style était plutôt dégoûtant. Mais les compétences sociales semblent encore pires, surtout lorsqu'il s'agit d'un doux sourire qui ne fait qu'effrayer les enfants. Et en plus de tout cela, il n'est jamais devenu aussi clair que notre héroïne devait se débarrasser d'Ian au bal. Soudain, Melissa découvre quelque chose de très inhabituel pour une noble métropolitaine. Elle montre à Jonah qu'il y a quelque chose d'étrange dans la ruelle et lui demande de regarder avec elle ce qu'il y a là. En se rapprochant, notre héroïne se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une montagne d'ordures, mais d'une personne vivante, et la servante demande à ne pas s'approcher de lui. Cet homme apparemment dégage une odeur dégoûtante, qui fait presque vomir les filles, mais elles se retiennent à temps. Soudain, un fil conducteur traverse les pensées de Melissa. Un fil qu'elle n'a pas connu depuis longtemps. Cette perspicacité sera sa grande idée pour vaincre le fils impudent de la famille impériale,
qui mérite la vengeance à venir. Alors qu'elle rit de façon maniaque dans son style caractéristique, Jonah pense que son propriétaire est finalement devenu complètement et irrévocablement fou. Melissa s'assoit plus près de l'inconnu, lui propose de l'aide. Elle peut le nourrir et lui trouver un endroit où passer la nuit. L'homme se lève un peu, et en apparence, il se révèle être un homme jeune, mais très négligé en termes d'hygiène, portant des haillons déchirés au lieu de vêtements. Enfin, un peu plus audacieux, il prend la main de notre héroïne, et elle crie de joie de victoire, car elle a réussi à ramasser un SDF, son arme secrète contre Jan Bazilios. De plus, elle sait que ses yeux ne l'ont pas trompée, et elle a trouvé un diamant caché qui gisait simplement dans la rue, bien en vue. Au bal, de nombreuses filles nobles et moins nobles montreront sûrement des signes d'attention au prince héritier, et cela ne le dérangera pas. Mais si vous comparez l'homme en face de Melissa avec toutes ces femmes autour de Jan, il ne leur sera pas inférieur en charme. Au contraire, il sera si brillant et unique que la lumière de sa splendeur brûlera les yeux des personnes non préparées, pendant que notre héroïne profitera du spectacle. Et lorsqu'il sera remis en ordre et pleinement nourri, il sera suffisamment loyal pour l'utiliser à ses propres fins égoïstes. Même sous une couche de terre, on peut voir de magnifiques cheveux bleus et un beau visage jeune aux yeux profonds. L'un des avantages de renaître sous le nom de Melissa est que vous avez constamment l'occasion de voir une variété de beaux hommes. Le premier était un bâtard, mais en termes d'apparence, un époux époustouflant. Le prince héritier, puis le frère, que la génétique et l'auteur ont récompensé de beauté. Même les domestiques du domaine natal de Podebratov sont tous des modèles moulés, comme s'ils subissaient un casting. Grâce à cela, Melissa a développé sa véritable capacité, à savoir la capacité de reconnaître un diamant dans la terre. Peu importe à quel point ce sans-abri est à moitié mort, la beauté innée ne peut pas être cachée derrière des haillons déchirés, surtout de la part de notre héroïne. Cependant, Jonah n'est visiblement pas enthousiasmé par cette idée. Après tout, au lieu de la tenue nécessaire pour le bal, ils ont récupéré un sans-abri puant dans la rue. En réponse, elle n'entend qu'un seul argument qui décide de tout, à savoir l'offre de recevoir un double bonus. Après cela, la servante habituellement indifférente prend hardiment le parti de sa maîtresse, qui va au secours des pauvres et des souffrants. Elle mettra tout en œuvre pour aider Melissa à atteindre le résultat souhaité, car elle est touchée par la gentillesse de la demoiselle. Ils mettent le malheureux dans la voiture et y montent eux-mêmes, car il est temps de rentrer au domaine. Pendant qu'ils prennent place, Melissa essaie de se souvenir de ce qu'ils ont pu oublier dans la rue, mais abandonne cette question alors que la voiture commence à avancer. Cette chose oubliée est apparemment devenue Jake Podebras, qui devra désormais rentrer à pied. Heureusement pour notre héroïne, le domaine est vide depuis que le duc est parti s'occuper des affaires en province, même si l'on peut supposer qu'il a simplement fui Melissa. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune difficulté à faire passer l'étranger par la porte arrière et à mettre en œuvre le plan. Tout d'abord, Melissa ordonne qu'on l'emmène au bain pour qu'il puisse se nettoyer et au moins arrêter de puer. Pendant son absence, vous devez vous souvenir de l'ensemble du schéma d'action du plan afin de ne pas vous tromper. Puisque Jan utilisait d'autres filles pour mettre Melissa en colère, personne ne l'empêcherait d'embrasser un autre homme devant d'autres personnes nobles. Bien sûr, elle deviendra la même poubelle qu'Jan, mais contrairement à lui, elle ne dorlotera pas quelqu'un qu'elle n'aime même pas. Mais dans ce cas, le léger sentiment de perte ou de jalousie d'Jan ne l'intéresse pas. Elle en désire davantage. Elle veut que toutes les personnes présentes au bal restent sans voix face à ce qui se passe autour d'elle et que le marié détesté se noie dans ses propres larmes.